Bonjour chers auditeurs auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui on va parler de Suprême, réalisé par Audrey Estruco, un film qui tourne autour de Suprême NTM, le célèbre groupe de rap français. Et en gros je vais vous faire le speech, le synopsis très rapidement. Traduction, c'est de la création du groupe en 88 à leur premier concert au Zénith en 92. Donc clairement, voilà, c'est très simple. C'est le biopic, tout ce qu'il y a plus standard. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah putain. Ah clairement, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses qui me dérangent dans le film et que je trouve que le film, clairement, n'est pour moi pas très réussi. Et clairement, car le film, pour moi, parle très mal de beaucoup de choses et le fait avec. Certes, je pense qu'elle connaît un petit peu son sujet, j'ai vu en première, elle a posé quelques questions, mais clairement, je trouve que justement, ce n'est pas très intéressant et je trouve ça plutôt mal fait. Euh, Certes, Audrey a l'intention justement de vouloir donner un rap, une bonne image du rap et tout un toit dans le côté un peu famille, justement, l'esprit du quartier, tout un toit, mais pour moi, c'est quelque chose qui marche pas très bien et je vais vous dire pourquoi. Euh, Globalement, il y a deux gros pôles qui me dérangent. Déjà, il y a le point, et justement parce que l'un impacte l'autre, et quelque part, il y a, je trouve, quelque chose de très atténué par rapport au contexte de l'époque. Ça se passe fin 80, jusqu'au début des années 90 avec leur premier gros énorme concert. Et bah justement, bah on a ce côté, le contexte historique de l'époque dans les quartiers, pour moi, est très sage, très sage. Là où, par exemple, je prends peut-être le film le plus connu, même si j'ai du recul vis-à-vis de ce film, qu'il est bien, il est excellent et qu'il a beaucoup de qualité, et qui est La Haine, et bah clairement, La Haine te montre pleinement ce qu'était le relationnel, la police en banlieue et aussi ce qu'était la banlieue à l'époque. C'est-à-dire que en soi, la banlieue, t'avais des mecs avec des bails chelous, mais t'avais des mecs aussi qui justement vivaient beaucoup plus tranquillement. La majorité des mecs en banlieue vivaient quand même plutôt relativement bien, correctement, et il y avait une communauté qui essayait beaucoup de s'intégrer, surtout dans les années 90. Donc voilà, et il y avait pas mal de choses qui font que c'était des contextes très compliqués. Et moi, c'est les contextes justement où je trouve que le côté, on va dire, politique qu'étaient les années 90, notamment dans le rap, parce que on va dire c'était un rap qui était pas conscient, parce que bon, comme on peut le dire aujourd'hui, rap conscient, niquez vos darons avec votre rap conscient. Non, c'était un rap qui était engagé, mais dans le sens parce que c'était la réalité du contexte. Il y avait une urgence, il y avait quelque chose qui avait une flamme d'énervement et de force dans les ghettos. Enfin, dans les ghettos, dans les quartiers de l'époque surtout. Je vous mets dans la description la vidéo du chroniqueur Sale qui en parle très bien et qui est peut-être pour moi une des meilleures critiques rap sur YouTube. Qui le dit avec le ton et ce qui est pour moi vraiment les mecs des quartiers. Donc allez-y, allez regarder, c'est que de la bonne. Mais voilà, et c'est, je trouve que le côté où la police, interaction avec la police, justement, qui inspire les mecs, quelque part, qui leur misère, justement aussi, parce que quelque part, leur misère, leurs problèmes sociaux, leurs problèmes de vie, justement les problèmes qui sont liés à cette époque-là, justement qui impactent surtout le problème surtout la vie de Joe Star, parce que bon, c'est quand même le personnage le plus dramatique en soi du duo, c'est quand même le personnage alcoolo, c'est le personnage à la rue, c'est le problème qui a 4 milliards de problèmes. Cool Chain en soi, tu fais ouais, c'est le mec qui en a marre de sa condition un petit peu du quartier, même s'il aime bien, mais quelque part aussi à la fois chez lui, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire son père, bon, à part regarder le foot, à regarder les matchs Portugal, et à côté sa mère qui aime bien, qui chantonne un petit peu ses phrases. Voilà, tu fais bon, en soi, Cool Chain, il a la vie plutôt cool. C'est même le mec un peu plus posé du groupe, qui a le plus des fois de réflexion et qui comprend un peu plus les enjeux du game. Mais clairement, les enjeux, je trouve, autour de la banlieue sont, je trouve, très minimisés et je trouve pas assez, manque vraiment d'impact. Et ça passe, pourquoi? Parce que au lieu de te montrer ça de manière très frontale comme pouvait le faire La Haine à l'époque, bah clairement, là, on te montre des vidéos d'archives. D'ailleurs, le film commence par François Mitterrand. Tu me dis,
un film sur MTM, ça commence par François Mitterrand. Donc voilà, on est sur quelque chose quand même de qui se veut politique par certains moments, mais qui ne, pour moi ne va pas à fond. Et ça passe par une chose, par exemple, la seule chose euh, un peu plus violente qu'on a de contexte avec ce qu'on appelle l'ordre, entre guillemets, c'est pas les interventions télé, c'est notamment une scène où Joey Star se fait un peu voilà, contrôlé par les Condés et qu'il leur balance, qui est dans la bande-annonce justement, qui leur fait je me tapouerai un drapeau bleu-blanc-rouge sur le cul, ça évitera des problèmes. Et clairement, c'est le seul moment où il y a quelque chose vraiment de très virulent. Sinon, ça, et justement, je trouve que ça s'explique notamment sur un plan où tu as Joey Star qui vient donner un billet pour son concert au Zénith à son daron et du coup, bah derrière, bah le mec il passe à côté de tout ce qui se passe à côté. Certes, ça montre quelque part que le personnage a évolué dans sa conception, c'est-à-dire que le mec maintenant il passe à côté du problème du ghetto, mais les problèmes du ghetto justement, ce plan je le trouve très maladroit dans le sens que c'est-à-dire tu passes littéralement à côté des problèmes sociaux qui se passent autour de toi. Et je trouve ça, alors que ces problèmes-là sont très loin de c'est fini parce qu'en soi les problèmes qui vont être dénoncés bien plus tard. Il y a un très bon documentaire sur le rap qui a été produit par Arte à l'époque avec Kerry James et beaucoup de figures du rap avec IAM que je trouve très beau, très bien réalisé, dont je vous conseille vivement le visionnage. Et clairement, je trouve que c'est vraiment raté dans ce point-là parce qu'il y avait vraiment une urgence dans les 90 et je trouve que c'est ce qui faisait la force aussi du hip-hop et du rap en général à cette époque-là. Et là, clairement, je le sens pas plus que ça. Je sens pas le danger, je sens pas l'urgence parce que ça parle aussi de ça le rap quelque part. Ça te montre un certain danger et une urgence. On n'est pas comme aujourd'hui où il y a une multitude de styles. Clairement, aujourd'hui, t'avais le rap, on va dire un peu plus, t'as le rap entre guillemets conscient, t'as du rap un peu plus technique, du rap un peu plus trap, un peu plus old school. T'as plusieurs variantes de rap aujourd'hui. Le rap aujourd'hui, à l'époque, était beaucoup plus, on va dire, classique parce que justement dans l'envie des codes, de respecter les codes, de respecter un certain code entre guillemets de l'honneur dans les prods, du travail effectué. Non, ça se faisait pas comme aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de variété de styles en soi dans le rap. Mais clairement, ce rap-là, pourquoi il était comme ça à l'époque? Parce que ça vient aussi. D'où vient le rap de base? Le rap, ça vient quand même des ghettos américains, justement du côté, à la fois du côté de Los Angeles, où justement ça cramait à l'époque. Hein. Predator 2, par exemple, je trouve, il y a un des films qui traite le mieux Los Angeles. C'est la sueur, ça pue, c'est la merde dans la ville, les condés sont constamment surbookés, les mecs ils vont à droite, à gauche, chez la Zermi. Ouais, je parle un petit peu, voilà. Et je viens du 9-3, les gars. Quand j'ai vu le sim, j'ai les tics qui ressortent. Vous voyez, quand on vient de certains quartiers, on les a, les tics. Les tics aussi. Mais voilà. Et du coup, comme aussi, par exemple, sur la côte new-yorkaise, où t'as quand même, voilà, t'as les rappeurs qui ont leur rappeur, qui ont leur esprit, qui viennent de Harlem ou certains quartiers de Brooklyn et tout le tintouin, où vraiment c'était un esprit. Et cet esprit, justement, c'est pour ça que peut-être les quartiers, c'est pas les bobos, et c'est les quartiers qui ont plus compris ça, parce qu'ils se sentaient, entre guillemets, dans cet esprit, dans cette mouvance. Et ça a passé par plein de choses, parce que le hip-hop, c'est clairement large. Ça passe par le graphe. Et là, je trouve, pour moi, la scène, la première scène de scène où ils font des graphes dans le métro, je trouve que c'est une des scènes les plus réussies, parce que ça montre l'esprit, ce que c'était, entre guillemets, le hip-hop à base de musique et de danse. Et clairement, c'était ça, c'est la chose que je trouve un petit peu réussie, mais justement pourquoi c'était comme ça aussi, parce que c'était aussi par rapport à la mouvance des problèmes qu'il y avait aussi, et justement leur texte s'imprégnaient de aussi ce qu'il y avait comme problème, et c'est ça qui faisait une force de ce rap, et que j'adore ce rap de cette époque là avec NTM, euh, IAM, Assassin, la Baraka Free, tout le tintouin, tout qu'il y avait à l'époque, ça faisait une force et je trouve qu'une identité qui est propre à cette époque-là. Et je trouve que c'est ça qui manque cruellement dans le film. Bon, excusez-moi, hein, j'ai parlé un peu voilà, du hip-hop et tout le tintouin pendant presque 10 minutes, mais j'avais besoin d'en parler parce que pour moi, c'est un des gros points que je trouve qui ne marche pas dans le film et que je trouve que le film est globalement, et je trouve, j'ai l'impression de voir beaucoup de ces films faits par des grosses productions américaines et qui sont quand même relativement, je trouve, très adoucis. Pour moi, il y a très peu de films sur le rap aux États-Unis qui marquent. Par exemple, même NWA Straight Outta Compton, qui est sorti en 2015, je le trouve pas très réussi parce que je trouve qu'il
qui manque encore cette arrogance, cette violence. Il est beaucoup plus, certes, il est quand même un niveau au-dessus parce que aux États-Unis, ça rigolait pas. Hein, les mecs, ils avaient traduction, si c'était la bagarre, ça finit en gun. Donc forcément, c'était pas du tout le même esprit. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve globalement pas très réussi dans le film. Et il y a aussi, voilà, globalement, plein de petits détails. J'y reviendrai un petit peu encore. Par exemple, déjà les acteurs, je trouve que Sandor Funtek, je vais réussir à le dire, il a 31 ans quand même, le mec. Il a 31 ans et il joue dans le film du coup. Alors qu'il a quel âge, je crois qu'il devait avoir 18 piges à l'époque. Je crois que lui, il avait commencé dans La Vie d'Adèle, il a fait plein de films derrière. Il a fait Les Affamés, Adoration de Fabrice Duvel. J'étais vraiment content de le voir dans il a fait Kodansha aussi, du coup, de mes amis Julien Maury et Alexandre Bostilo, que je salue au passage. Donc voilà, il y a quand même beaucoup à dire sur cet acteur que je trouve c'est l'acteur qui joue le plus juste du film. Parce que clairement, en face de lui, on sait qu'il y a des acteurs, il y a des acteurs professionnels, il y a des acteurs moins professionnels. Je pense notamment aux deux qui jouent leur manager, que je trouve plutôt bons, plutôt crédibles et qui sont plus là pour ramener un jeu un peu plus naturel, un peu plus vrai. Là où je trouve que Théo Christine en fait un petit peu des caisses et je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage, mais en soi, globalement, c'est vrai que je trouve que ça surjoue beaucoup. Par exemple, quand Théo Christine, c'est celui qui joue Joey Star dans le film, quand il boit tout un toit, je trouve qu'il en fait relativement des caisses et que moi ça me fait beaucoup sortir du film, même des fois ça me fait un peu rigoler. Donc clairement je trouve qu'il y a ces petits détails justement qui fait que le film pour moi n'est pas une grande réussite. Après il a été en compétition à Cannes et tout le tintouin, je pense que c'est plus pour le sujet que vraiment pour le film intrinsèquement. Après c'est pas moi qui juge, ce n'est que mon avis strictement personnel. Et on va parler de mise en scène et c'est là que je trouve que ça pêche parce qu'on reste beaucoup sur les personnages, vraiment sur les personnages avec une bonne grosse longue focale de bâtard. Et c'est quelque chose qui me dérange parce que justement, moi, ce que je veux voir quand je regarde un film, c'est aussi un plan large qui va me montrer tout ce qu'il y a autour. Justement parce que c'est dans ces détails-là, la largeur du cadre, que ça va te montrer l'environnement. Et là, on reste tellement sur les personnages que je trouve que globalement, on ne reste pas assez sur les environnements autour qui font le film. Et bah justement, par exemple, moi, il y a une scène dans la haine, c'est peut-être ma scène préférée du film, où t'as le DJ ou le bookmaker qui est en train de sketcher, et là, clairement, là, t'as la musique Assassin de la police qui se lance, et clairement, c'est là, pour moi, une des plus belles scènes du film, parce qu'on voit le matériel, on voit ce qu'est le hip-hop et tout ça, et sur un plan large, et on voit tout, et on est vraiment immersé dans la musique qu'il fait et comment il le fait. Et clairement, c'est le truc aussi que justement de mise en scène que je trouve qui marque très pas, justement du fait que on soit que sur les personnages, on ne voit pas ce genre de détails. On ne prend pas le temps de respirer et voir tout ce qu'il y a autour. Et justement, pour moi, c'est ça qui, dans un film de banlieue, doit être le plus important. Parce que c'est tout ce qu'il y a autour, dans le quartier, qui fait la richesse du Tchekar. Les gens. C'est pour ça que par exemple je trouve que le monde Les Misérables c'est quelque chose qui fait très bien. C'est ça que je trouve aussi que Le Monde est à toi, aussi un autre film de la bande de Courtrage-May qui justement est très intéressant parce que justement on voit tout ce qu'il y a autour, on voit ce qu'est le quartier, ils comprennent ce que c'est le quartier. Et c'est ça que je trouve très beau et très fort. Et, et la mise en scène justement du fait qu'elle soit que sur les personnages, à des moments ça peut amener surtout de la redondance par rapport au personnage de Joey Star, justement qui je trouve fait beaucoup de yo-yo émotionnel. C'est un moment, les copains, ouais, non, je veux pas, ouais, non, je veux, oui. Peut-être qu'il était vraiment comme ça en soi. Mais je pense qu'à un moment, c'est là que tu dois avoir un travail de scénariste et de mise en scène pour amener une certaine véritable évolution. Parce que quelque part, le personnage de Joey Star, il va évoluer, il va même pas évoluer quelque part. C'est-à-dire, ça reste un alcoolique, un drogué et un mec avec des problèmes. Et à la fin, ça va, sans thune en plus, parce que c'est un clochard, sur le coup, faut le dire. Ah, ça va devenir un drogué, un alcoolique, mais qui fait des concerts au Zénith. Et je trouve que vraiment, il aurait valu vraiment une évolution du personnage, même si on va dire oui, mais il y a une évolution. Certes, à un moment, il dit ouais, on est tous ensemble, le quartier, on est tous ensemble, on est 30, on vient à 30 et tout le tintouin. Ok, ça je peux le comprendre, mais après, il va les envoyer chier.
ses potes. Bah clairement, je trouve que c'est pas une évolution parce que c'est pas amené d'une manière très subtile parce qu'il fait le con avec et voilà et ça vient de quelque chose que je trouve qu'on a la mise en scène qui doit être amené avec beaucoup de subtilité et justement là je trouve que globalement le film n'a pas ces subtilités et que avec ces problèmes de d'homoxégénéité qui fait que je trouve que ça marche pas tout le long du film. Le film se regarde globalement. On a une photo qui est quand même relativement très belle avec un, je sais pas s'ils ont vraiment tourné en 35 ou ils ont tourné en numérique, ils ont remis un beau filtre 35 pour faire voilà un peu le style. Mais globalement, je trouve que c'est un film qui pourra contenter ceux qui connaissent pas NTM, qui veut une petite porte d'ouverture sans connaître. Mais clairement, je trouve que c'est pas un bon film. Et en plus, les deux, quand tu les entends rapper, c'est. Tu sens qu'il y a encore. C'est pas inné. Ils ont travaillé. Je sens qu'ils ont travaillé. Mais je sens que c'est pas inné. Dans la manière de travailler, je sens pas que c'est inné, que ça n'a pas été fait pour mettre le rap vraiment au sens du truc. Parce qu'on parle d'un groupe de rap, on parle de musique. Et clairement, la musique, elle est aussi, clairement, je trouve pas à niveau vis-à-vis du groupe et vis-à-vis de ce qu'est aussi NTM dans la place. Donc globalement, je trouve que c'est pas très réussi. Notamment surtout quand ils rappent. Des fois c'est même embarrassant. Je pense à cette scène qui dure très longtemps, où ils essaient de trouver leurs mots, même si intrinsèquement c'est quelque chose qui se fait, hein. C'est-à-dire tu prends tes mots, tu cherches tes mots, tu mélanges tout un temps. Mais là je trouve que là ça aurait mérité d'avoir du rythme. Je trouve ça très plat plat, mais et c'est après ça, c'est justement le montage n'aide pas, où on te prend le temps de bien tout te montrer les trucs, et je trouve que ça, des fois ça manque cruellement de dynamisme. Bon les gens, j'ai parlé du film, mon avis strictement personnel. Si vous avez un autre avis les gens, n'hésitez surtout pas à le partager et qu'on en parle dans les commentaires. Mais tout, attention, en étant des adultes responsables les gens. Nous sommes adultes. Donc, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Là, je vous ai gâté. Je vous ai presque fait 2 vidéos en 2 jours. Là, il y a pas mal de films que je vais aller voir ce week-end, peut-être pour des futures critiques. Donc, merci aux 42 abonnés de cette chaîne. Ça fait super plaisir. On monte petit à petit. On essaie de viser, allez, on va dire 2020. 2022, je vais y arriver parce que je suis un peu fatigué les gens. 2022, on va essayer de viser les 100 et peut-être 2022, à la fin 2022, on va viser les 1000. Pourquoi pas les gens? Il faut que je sois plus régulier. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire plus de vidéos en 2022, beaucoup plus de critiques, et on va essayer de trouver un système pour que je vous mette aussi les podcasts directement sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify et tout le temps. Il faut que je me renseigne à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour les commentaires, pour les likes et pour tout le temps que vous faites. Et certes, même si on a certains me dire ouais, mais il n'y en a pas des masses, mais moi ça me suffit parce que c'est toujours un plaisir de faire des vidéos et parler d'actu et de cinéma avec vous. Donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao.